Chers internautes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Point de Rupture, une émission coproduite avec le mensuel Rupture. Et je me trouve d'ailleurs ici avec le rédacteur en chef de Rupture, Pierre Lévy. Pierre Lévy, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant, comme d'habitude. Il s'agit de celui de la transition énergétique. Et pour en parler, nous avons ici... Transition énergétique, entre guillemets. Entre guillemets. Tu nous en diras plus tard, Pierre. Et donc pour en parler, nous avons ici un invité, Marc Fontcave. Marc Fontcave, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur au Collège de France, vous y occupez la chaire de chimie des processus biologiques et vous êtes également président de la commission énergie de l'Académie des sciences. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier dont nous allons parler aujourd'hui, qui s'intitule « Halte au catastrophisme, les vérités de la transition énergétique », paru chez Flammarion. Le lien est en description de cette vidéo. Marc Fontcave, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux, merci. Alors Pierre, tu m'as interrompu sur cette question de transition énergétique, pourquoi ? Je crois que nous allons nous intéresser plus particulièrement aux politiques énergétiques aujourd'hui, celles qui sont mises en œuvre par le gouvernement et celles qui sont dictées par l'Union européenne. Je voudrais rappeler en quelques mots l'importance de ces questions dans la vie économique de toute économie nationale. La question de l'énergie est cruciale. Je voudrais rappeler que c'est un sujet d'autant plus d'actualité, tu l'as rappelé, brûlant, que dans quelques semaines, il y aura la suppression du tarif réglementé du gaz qui protégeait jusqu'à présent des millions d'utilisateurs de la concurrence et qui a été, sur consigne de Bruxelles, aboli. Historiquement, chaque pays, notamment de l'Union européenne, a son mix énergétique de manière très spécifique. Mais trois événements anciens et récents sont venus bouleverser cet état de fait. Alors, et cet état de fait, c'est-à-dire sont venus mettre le bazar, pour dire les choses simplement, sur deux questions énergétiques, la disposition de l'énergie en quantité suffisante et les prix. Alors, trois événements. D'une part, celui-là est un peu ancien, mais il est fondamental. C'est à partir des années 96, la déréglementation progressive du secteur de l'énergie, la libéralisation, l'ouverture à la concurrence. Or, même les partisans de la concurrence dans d'autres domaines reconnaissent que quand il s'agit par exemple de l'électricité, qui est un bien non stockable, la concurrence est une très mauvaise idée, ça ne marche pas. On nous avait promis de faire que celle-ci ferait baisser les prix, en réalité, elle les a fait monter. Et on reviendra sans doute au cours de notre échange sur la question de ce qu'on appelle la tarification au coût marginal, qui a contribué aussi à faire monter de manière considérable le prix de l'électricité. Deuxième événement, la guerre en Ukraine, et le fait que, nous avons consacré une émission là-dessus, les sanctions européennes ont amené celles-ci à se priver délibérément d'une quantité importante d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz, ce qui n'a pas manqué de faire grimper les prix. Enfin, le troisième élément dont nous parlerons aujourd'hui aussi, c'est les politiques environnementales qui poussent Bruxelles à organiser la baisse de la consommation de manière délibérée, notamment en haussant les prix à travers l'organisation de ce qu'on appelle le marché carbone, c'est-à-dire la taxation de toutes les entreprises et de tous les secteurs qui produisent des gaz à effet de serre. Ce qui là aussi est une volonté délibérée de faire monter les prix pour tenter de faire baisser la consommation. Alors, Marc Fontcave, vous avez étudié ce dossier particulièrement. Il y a notamment des concepts dont on entend parler, comme la programmation pluriannuelle de l'énergie, comme la stratégie nationale bas carbone, comme la programmation énergie-climat. Globalement, nous avons besoin de beaucoup d'énergie. Nous avons aussi besoin particulièrement de beaucoup d'électricité. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que ces concepts et les besoins, l'ordre de grandeur de besoins qui se dessinent pour l'avenir à court et moyen terme, voire à long terme? C'est beaucoup de questions. C'est beaucoup de questions, mais on va passer cette émission à les éclaircir. Alors, je voudrais commencer par dire, peut-être pour répondre aux premiers éléments de votre introduction, c'est que ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il n'y a pas de politique énergétique. Il n'y a pas de politique énergétique européenne. Chacun a il n'y a aucun texte qui impose une homogénéisation du mix, hein, vous l'avez dit. Donc chacun fait ce qu'il veut. L'exemple le plus frappant, c'est la décision de Merkel, seule, sans en référer à qui que ce soit, d'arrêter le nucléaire juste après Fukushima. Tout pays a le droit de faire ça. Donc il n'y a pas de politique énergétique européenne. Je dirais qu'il n'y a même pas de politique énergétique française depuis longtemps. Il y a eu une décision dans les années 70 historique de mettre en place
plus d'une cinquantaine de réacteurs nucléaires quand ils n'existaient pas juste avant, pour tout un tas de raisons que le fait que l'énergie nucléaire soit la source d'énergie la plus bas carbone, parce que c'était une époque où on ne se préoccupait pas de ces histoires de CO2 et de climat. Mais la France ensuite n'a eu aucune politique énergétique cohérente. La seule politique énergétique qu'elle ait eue, je dirais à partir des années des années 2000 et qui a été consacrée, je dirais malheureusement par cette décision funeste de François Hollande pour des raisons purement électoralistes et politiciennes d'annoncer, de décider la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. Mais je crois qu'on reparlera du nucléaire un peu plus en détail. Mais c'est juste pour vous illustrer qu'il n'y a pas de politique énergétique. Néanmoins, il y a en effet, dans le contexte de cette vision à 2050, 2035-2050, il y a évidemment un certain nombre de visions, de prospectives, qui nous dit des choses sur ce qu'est la consommation d'énergie, ce que devrait être la consommation d'énergie, ce que devraient être les mix énergétiques, etc., etc. Alors vous avez évoqué les lois de programmation pluriannuelle de l'énergie, vous avez évoqué la SNBC. En effet, toutes ces... alors, c'est deux choses différentes. La loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, ce sont des lois qui sont établies pour 5 ans. D'ailleurs, on arrive à la fin de celle d'aujourd'hui. Très bientôt, d'ailleurs ça a commencé, il y a la préparation de la prochaine. Et là, effectivement, il faudra que les acteurs, les citoyens, les spécialistes, les entreprises vont s'exprimer sur cette question-là. Il y aura sûrement des cahiers d'acteurs, il y aura une consultation. Mais si on prend l'exemple de la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie en cours, on voit que ça peut être n'importe quoi. En 2019, lorsque Édouard Philippe met en place cette loi, il ne touche pas à la question de la fermeture des 14 réacteurs nucléaires. Il part sur une hypothèse absolument invraisemblable de baisse de la production électrique pour justifier cela, puisqu'en même temps, c'est accompagné par la fermeture des dernières centrales à charbon, etc. Donc, alors que partout dans le monde, et je répondrai aussi sur cette question, partout dans le monde, s'il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y aura plus d'électricité. Il devra y avoir plus d'électricité. Il y aura plus d'électricité. En tout cas, c'est la forme d'énergie qui est la plus à même d'augmenter, puisque la forme non électrique, thermique, aujourd'hui assurée massivement par les fossiles, notamment combustibles liquides et gazeux, va quand même diminuer. Pour tout un tas de raisons, mais on pourra parler de ça, mais restons sur l'électricité. Donc, on se demande bien comment une telle vision baisse de l'électricité, alors que partout dans le monde, tous les scénarios, même français, et pour de bonnes raisons, à nouveau, je peux le dire, pourquoi décarboner, c'est électrifier. Les gens peut-être le réalisent pas, mais décarboner... je dis tout de suite, je vais essayer d'éviter d'utiliser ce mot de décarboner, parce qu'il est absolument absurde. À partir du moment où on dit décarboner, je vois des fois des slogans, ou j'entends des slogans dans certaines manifestations, il faut décarboner la planète, ce qui est évidemment totalement ridicule, puisque la planète, s'il y a bien un truc carboné, c'est bien la planète, et qu'elle le sera jusqu'à la nuit des temps, et que, en fait, ce qu'il faut, c'est défossiliser, mais pas décarboner. Le carbone, c'est la vie, c'est ce que vous dites dans votre livre. Le carbone, c'est la vie, et c'est aussi nos sociétés. Et demain, sans fossiles, nous aurons besoin de carbone. Nous aurons besoin de médicaments. Un médicament, l'aspirine, c'est du carbone. Nous aurons besoin de polymères, nous aurons besoin de solvants, nous aurons besoin de toutes ces choses-là. Je vous interromps une seconde pour bien repréciser les choses. Vous dites qu'il y aura besoin de beaucoup plus d'électricité, oui. Et globalement, vous dites aussi qu'il y aura besoin de beaucoup plus d'énergie. C'est deux choses bien distinctes. Bien sûr. Et si j'ai bien compris, vous allez le confirmer, oui. Vous dites que, certes, la tendance pourrait être de défossiliser, oui. Mais que pour longtemps encore,
sauf à aller complètement dans le mur, les énergies fossiles resteront un pilier essentiel du mix énergétique. Si plus d'électricité, oui, plus d'électricité, je vais donner des chiffres, plus d'énergie, plus de consommation d'énergie, en tout cas à l'échelle de la planète, c'est évident. Il y a tous les scénarios, toutes les perspectives indiquent que si on dit qu'aujourd'hui la puissance consommée sur la planète est de l'ordre de 17 terawatts, toutes les perspectives vont à 30 terawatts en 2050. Donc tous ceux qui pensent qu'à l'échelle de la planète il y aura moins de consommation d'énergie, évidemment, sont à côté de la plaque. Néanmoins, certains pays, et l'Europe, malheureusement, ne construisent aujourd'hui une stratégie climatique, énergétique, etc., que sur la base d'une décroissance massive. C'est ça. Et c'est typiquement le scénario SNBC, la stratégie nationale bas carbone, sur laquelle française, sur laquelle est fondée toute la vision aujourd'hui des gouvernements français, et j'espère que ça va changer, puisque cette SNBC est totalement inadaptée, inappropriée, parce qu'elle nous annonce des baisses de consommation absolument colossales. Et, toutes énergies confondues. Toutes énergies confondues. Donc, pour donner un chiffre, aujourd'hui, nous consommons 1600 TWh en France. Les perspectives Par an. Oui, c'est ça. Merci de préciser. Et les perspectives 2050 de SNBC, c'est 930 TWh. C'est-à-dire presque la moitié. C'est-à-dire que, en gros, oui, c'est presque la moitié. C'est absolument colossal. Qu'est-ce que c'est un monde? Vous voyez, si on consommait moitié moins, tout le monde, et en France moitié moins, c'est moins d'entreprises, c'est évidemment plus d'avions, d'ailleurs c'est ce qui est dit précisément. Pendant les phases de confinement, la consommation était, pour un ordre d'idée? Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'ai fait un petit calcul que je vais vous indiquer. Pendant l'année où il y a eu les confinements, le PIB a diminué de à peu près 7-8%. D'accord ? Les émissions de CO2 ont diminué à peu près de 7-8%. C'est corrélé. Si vous voulez arriver à zéro carbone en 2050, d'accord ? Vous faites un petit calcul. C'est assez simple. C'est chaque année. J'ai calculé combien d'années de type confinement il faudrait. Donc, c'est simple. Il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, chaque année soit une année de confinement. Voilà, pendant 30 ans. Donc, en fait, pour arriver à peu près à zéro. Ça ne sera pas zéro, mais voilà ce qu'il faudrait. Mais ça ne sera pas zéro. 2 mois de confinement sur chaque année. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, il y a eu un peu plus que 2 mois, parce qu'il y a eu des choses qui se sont arrêtées, des gens qui ne pouvaient pas travailler, etc. Mais voilà, l'année où il y a eu les confinements, tous les ans. Donc, je vous interromps sur ce point. Donc, c'est à ça que correspondent à peu près ces baisses-là. Ces ordres de grandeur. Oui. Mais quand vous disiez il n'y a pas de politique énergétique, moi j'entends il n'y a pas de politique énergétique digne de ce nom. Parce qu'il y a quand même des décisions politiques, j'ai rappelé tout à l'heure, de déréglementation, on va y venir peut-être, qui ont agi sur les prix, et puis de volonté de baisse, parce que les chiffres que vous donnez sont déjà des décisions politiques, d'une certaine manière. Oui, bien sûr. Et donc, au fond, il y a un grand enjeu. Est-ce que l'avenir consiste à dire on va économiser de l'énergie, donc décroître ou au contraire, est-ce que si on veut garder un minimum de progrès dans cette société, il y a besoin de consommer toujours plus d'énergie? C'est ce que vous dites. Oui, alors... Il y a deux choses. La première, c'est que la seule politique énergétique qu'il y a eu ces dernières années, c'est une politique antinucléaire. Voilà. Mais je n'appelle pas ça, évidemment, une politique énergétique. Toutes les décisions qui ont été prises uniquement sur la base des idéologies avec des conséquences catastrophiques dont on parlera dans la deuxième partie de l'émission. Voilà. La deuxième chose, en effet, c'est en raison du fait que le seul critère qui est utilisé aujourd'hui pour définir un tant soit peu une politique énergétique, c'est la mesure du carbone. Voilà. Donc, sans tenir compte des contraintes économiques, sans tenir compte de contraintes sociales, de besoins, etc. Donc c'est
il faut diminuer les émissions de CO2. Certes, il faut le faire, mais si c'est le seul critère qui est utilisé, c'est simple. On consomme moins et on consomme d'autant moins que le remplacement des fossiles, qui est dans les scénarios, dans certains d'ailleurs à zéro en 2050, est extrêmement difficile à faire. Et donc pour y arriver, le mieux c'est de dire qu'on arrête de rouler, qu'on arrête de voler, qu'on arrête de faire ceci et cela. Donc c'est ça qui nous est présenté, et c'est évidemment absolument catastrophique. Et je dirais que ça continue, puisqu'il y a 2 jours, oui, on a vu le rapport Pisani-Ferry qui a été commandé par Elisabeth Borne, et qui nous dit que c'est le premier travail qui donne une vision économique de la transition énergétique. Et quand on voit ça, c'est absolument effarant, puisque c'est en gros, on n'y arrivera avec une augmentation des prélèvements obligatoires, par une augmentation massive de la dette, par une augmentation de l'inflation, et on va taxer, alors on nous dit, comme si c'était un élément de justice, les 10% les plus aisés, mais je ne sais pas si vous avez vu quel est le salaire de cette limite, c'est 3 500, 4 000 maximum. Enfin, il y a 90% de gens qui gagnent moins que ça. Je vous interromps sur ce point. C'est intéressant ce rapport, parce que pour la première fois, un rapport pointe le fait que ce n'est pas la décroissance heureuse. Que si on veut obtenir la décarbonation qui est mise en avant, c'est du sang et des larmes pour tout le monde. Alors, on dit certes, ça va passer parce qu'on va faire de la justice sociale et on va ratiboiser aussi ceux qui gagnent le plus. Mais fondamentalement, pour les salariés, pour les travailleurs de tout niveau de salaire, c'est quand même des restrictions massives. Et ça correspond bien à une volonté, j'en parlais tout à l'heure, côté Commission européenne. Le premier vice-président de la Commission chargée du climat n'a pas caché que c'est bien par l'imposition de mesures draconiennes, et notamment la taxation du carbone, la mise en place de marchés pour restreindre le carbone, que tout ça doit changer nos modes de vie. Donc, pour la première fois, on a un autre discours que la décarbonation heureuse en disant on va créer des emplois verts, on va faire plus de croissance verte, etc. Là, c'est du sang et des larmes. Au moins, c'est clair. C'est vrai, vous avez raison. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a dit décroissance, mais ça va être sympa. Voilà, les écolos en particulier. Oui, bien sûr. Enfin, les écolos, pas que les écolos, puisque SNBC, c'est vos députés qui l'ont voté. Et la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, qui a été votée en 2015, c'est ça sur quoi elle nous envoie. Moi, en tant que scientifique, pour finir avec ce rapport, Pisani-Ferry, qui est effectivement est extrêmement inquiétant. Économiste proche de Macron. Proche ou pas proche, je sais plus. Il paraît que ça varie avec le temps. En tout cas, il a contribué à l'élaboration de son programme économique. Oui, c'est ça. Mais voilà, notamment cet excès de dette publique, puisqu'il nous dit pour 2040, c'est 25 points de PIB supplémentaires. Donc c'est 700 milliards d'euros supplémentaires. Donc il faudra les trouver à nouveau avec plus d'impôts, en taxant les entreprises, donc en baissant la production, en supprimant massivement des emplois. Et d'ailleurs, il le dit très clairement, pendant un certain temps, cet investissement-là, puisqu'il parle d'investissement, ne produira pas de croissance. Évidemment, il faudra attendre des jours meilleurs. Le paradis plus tard. Mais moi, en tant que scientifique, j'ai relevé cette phrase, pour moi, est le symbole, je dirais, de la bêtise, d'une certaine façon, en tout cas du problème. Il faudra que la transition soit pilotée par les politiques publiques et non par les innovations technologiques et les marchés. Ça veut dire qu'on se fout de la physique. S'il y a des problèmes, je dirais, technologiques, physiques, c'est pas le problème. Or, si on a des difficultés aujourd'hui pour avancer, même s'il y a énormément d'efforts, moi je fais partie des gens qui travaillent à la défossilisation. Les projets de recherche, c'est là-dessus. Recherche fondamentale, mais aussi technologique et en lien avec des industriels. Mais cette recherche me permet de constater, et aussi à travers tout ce que je fais à l'Académie des sciences pour l'énergie, me permet de constater qu'en effet, il y a une très très grande
proportion d'ailleurs, en 2021, RTE et l'Agence internationale de l'énergie disaient qu'il y avait 90% des technologies pour la transition énergétique qui ne sont pas matures aujourd'hui et qui sont à l'échelle de la recherche et du développement. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on a des problèmes de physique, des problèmes technologiques, pas des problèmes politiques ou sociaux. Mais cela existe aussi, mais on a cela. Et qu'évidemment, il faut y travailler, c'est des projets intéressants. Et bon. Dire que la transition sera pilotée non pas par les innovations, c'est absolument fou, de mon point de vue. Mais pour dire les choses autrement, aujourd'hui, est-ce que vous confirmez affirmer qu'on peut se passer des fossiles et qu'on peut faire l'essentiel, comme le disent par exemple les dirigeants allemands, sur les renouvelables, et qu'à relativement court terme, ça peut remplacer tout le reste, aujourd'hui c'est une absurdité, ou alors ça nous mène dans le mur? Aujourd'hui, un monde sans fossiles, c'est en gros un monde avec des renouvelables, éolien, solaire, du nucléaire. Alors ça, c'est la partie électrique. J'ai été hier à donner mon cours sur les questions de stockage d'énergie et j'expliquais que la conclusion de nos études, c'est que si, en effet, nous pouvons profiter du vent et du soleil quand il y en a, le problème, c'est que le mix électrique, en tout cas, sera limité dans sa partie éolien et solaire. Et puis, l'autre partie, c'est la partie non électrique, et celle-là, en gros, c'est de la biomasse. Puisque si vous enlevez le pétrole et le charbon et le gaz, y a comme source de carbone, il n'y a plus que la biomasse. C'est plein de carbone, la biomasse. Hein. Biomasse, déchets, etc. Donc, c'est ça. Alors, est-ce que c'est possible aujourd'hui, en tout cas les quelques années? Ma réponse est absolument non. Et même en 2050, nous n'aurons pas basculé vers tout renouvelable. Voilà, tout renouvelable. Alors évidemment, si on enlève le nucléaire, c'est encore pire. Juste un mot quand même. Je crois que l'exemple de l'Allemagne est absolument formidable. Parce qu'il démontre tout, l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, si j'ai 2 minutes pour parler de ça ou pas? Bien sûr. L'Allemagne, c'est assez formidable comme exemple. L'Allemagne, en effet, alors, ils en sont fiers et ils ont peut-être raison, mais d'avoir installé massivement des capacités d'éolien et de solaire. C'est 60 gigawatts de chaque. C'est une sorte de record. Ils enlèvent le nucléaire et vous prenez un jour, il y en a plein, un jour précis où il n'y a pas de vent et pas de soleil. Alors pas de soleil, ça arrive assez régulièrement dans une journée. Il fait nuit quand même de temps en temps. Et puis il y a des moments où il n'y a pas de vent. L'Allemagne, ces 60 gigawatts d'éolien et de solaire ne les utilise pas, donc ils ne servent à rien, puisqu'il n'y a pas de vent et de soleil. Et comme les Allemands n'ont rien fait sur le stockage, c'est-à-dire de récupérer au moment où il y a beaucoup de vent et beaucoup de soleil de l'énergie, le stocker pour le ressortir quand il y en a besoin, comme ils n'ont jamais fait ça, et pourquoi ils ont fait ça, n'ont pas fait ça, c'est pas parce qu'ils sont idiots, c'est parce que pour le moment on ne sait pas faire à l'échelle requise, eh bien, ils consomment du gaz et du charbon. Voilà, c'est assez exemplaire. Donc ce que je dis, c'est qu'il faut travailler sur le stockage, mais dans les 20-30 années prochaines, 30 années prochaines, et d'ailleurs RTE le dit, on va devoir construire des centrales thermiques à gaz si on met trop d'éolien et de solaire. Et ça sera encore pire si on diminue notre nucléaire, hein, évidemment. Et vous dites dans votre livre que la révolution, ce serait la maîtrise de la photosynthèse. Ah, alors, ça c'est un des aspects, enfin c'est pas la solution, il n'y a pas qu'une solution. Hein. Alors, ça c'est ce sur quoi je travaille. Et je reviens à la question du carbone. S'il y a le problème enfin le pétrole, hein, le gaz, c'est pas uniquement un problème d'énergie, c'est aussi un problème de carbone. Les entreprises d'ailleurs, l'industrie chimique est frappée doublement si on défossilise. Frappée parce que pas d'énergie
est frappé parce que pas de carbone. D'accord ? C'est clair ? Oui. Ouais. Pas de carbone pour tous les besoins carbonés que nous avons. Donc, il faut, dans un monde où il n'y a plus de fossiles, imaginer de nouvelles sources de carbone. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la biomasse. D'accord ? Alors ça, c'est la photosynthèse qui l'a fait avant. C'est la photosynthèse naturelle qui le fait. Et puis, il y a tout un tas de procédés de photosynthèse artificielle, c'est celle que moi j'essaye de développer avec plein de labos dans le monde, qui est de transformer le CO2 en molécules carbonées d'intérêt. Voilà, c'est ça que je fais au laboratoire. Alors si vous faites ça de façon extrêmement efficace, eh bien vous pouvez créer de nouvelles molécules carbonées, y compris des carburants liquides, celles qu'on continuera à mettre dans nos moteurs thermiques. Et c'est ça qu'on appelle les carburants synthétiques, les carburants alternatifs, les e-carburants, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est de ça dont on parle. Alors, juste pour avancer dans le cadre de notre émission, je renvoie les internautes à votre ouvrage, mais peut-être pour en revenir sur la responsabilité de l'Union européenne, parce que malgré tout, elle est là, et les questions de politique énergétique, elle les maîtrise. Elle les maîtrise dans le mauvais sens. Je rappelle quand même que ces questions dont on parle ne sont pas seulement des questions théoriques, puisque ce qui avait déclenché le mouvement des Gilets jaunes, c'est la mobilisation contre de nouvelles taxes qui visaient explicitement à limiter la consommation de carburant. Et donc, si on prend les éléments qu'impose la Commission européenne et l'Union européenne en général, on risque d'aller droit dans le mur. Il y a même sur un deuxième marché carbone qui a fait l'objet de réticences de la part des eurodéputés français, même écolos, qui disaient si on l'étend au transport et au bâtiment, alors je ne reviens pas sur les détails pour des questions de temps, on prend le risque de nouveaux gilets jaunes. C'est même eux, ils disaient. Donc, mais ça, c'est l'aspect besoin. Il y a un autre aspect sur le coût, sur lequel je voudrais quand même insister. L'Union européenne, après le déclenchement de la guerre en Ukraine et les sanctions qu'elle-même a prises avec les restrictions donc, de livraison de gaz en particulier dont les pays de l'UE ont le plus souffert, a dit mais nous sommes quand même les sauveurs parce que, enfin la France en particulier a été sauvée par l'Union européenne grâce aux interconnexions et au fait qu'on a pu acheter pour la première fois depuis longtemps, alors qu'on était exportateur net, on a pu acheter de l'énergie au moment où on en manquait. En réalité, on confond en disant ça les interconnexions physiques entre pays voisins qui existaient bien avant l'Union européenne et qui sont tout à fait bien, qui sont techniquement sans problème, et les règles de marché qui prévalent à l'organisation de cette distribution. Et les règles de marché, je voudrais en dire un mot parce que ça fait partie de notre débat, ça concerne l'approvisionnement et les prix, c'est ce que j'évoquais enfin c'est pas moi qui ai inventé le mot bien sûr, la tarification au coût marginal. En gros, un pays se fournit en énergie avec diverses sources, donc les renouvelables, le nucléaire, bien sûr les fossiles, le pétrole, le charbon. Et le prix de marché, j'insiste bien, le prix de marché, s'il n'y a pas de marché européen, on est dans la logique antérieure où c'est des décisions politiques qui fixent les prix et qui fixent les quantités. Si on bascule sur la logique du marché, ça veut dire le prix d'équilibre du marché est déterminé par la dernière centrale, la dernière unité, c'est-à-dire la plus chère, pour équilibrer le système. Voilà. Et concrètement, pour prendre un exemple, si on a 90% d'électricité nucléaire à 40 € le mégawatt, et c'est un exemple, et 10% d'électricité produite par exemple à partir du pétrole ou du gaz c'est en général marginal gaz, et que ce prix est 100 € le mégawatt par exemple, eh bien pour les 100%, ça sera 100 € le mégawatt. Alors qu'avant, EDF qui détenait le monopole faisait une péréquation entre tous ces systèmes. Donc il y a une décision politique qui est soutenu par un certain nombre de pays, dont l'Allemagne, qui ne veut... Alors, il y a eu une petite réforme du marché de l'électricité, quelques mesures d'urgence prises en 2022, mais sans toucher au principe, parce que des pays, et la Commission européenne en particulier, sont attachés. Jusqu'à présent, on était très content avec les règles de la concurrence, ça marchait très bien. Or, aujourd'hui, avec ces règles, on va dans le mur, et pour la disponibilité des énergies, et pour les prix, qui sont désormais livrés sans contrôle. C'est si vrai que même le gouvernement français, même Macron, allié avec l'Espagne, allié avec le Portugal, gueule un peu en disant c'est pas possible, il faut réformer. On peut pas, alors qu'on a investi massivement dans le nucléaire, on va revenir sur le nucléaire dans quelques instants, et que de ce point de vue, et grâce à ça, on a de l'électricité à prix très bas,
on est du fait du coût marginal, on est amené à le payer beaucoup plus cher que ce qu'on le produit. Les Espagnols et les Portugais disent la même chose pour leurs énergies renouvelables, pour lesquelles ils ont beaucoup investi. Donc, fondamentalement, il y a une responsabilité majeure, et ça prouve de mon point de vue, enfin je voulais vous faire réagir là-dessus, que dès l'instant où une politique énergétique, même si elle ne mérite pas ce nom parce qu'elle nous met dans le mur, tente de mettre chaque pays dans le même moule, alors que les caractéristiques, les choix politiques sont différents, aboutit à ce que finalement personne ne gagne, tout le monde perd, sauf évidemment les grands groupes qui ont bénéficié de l'ouverture à la concurrence sans apporter quelque valeur ajoutée que ce soit aux consommateurs au demeurant. Alors, bon, je vais faire quelques commentaires, mais je veux simplement préciser que je ne suis pas un économiste et que, en général, je m'interdis d'en dire trop sur des domaines que je ne connais pas, donc que je connais peu, mais en effet, la façon dont vous avez décrit le marché de l'électricité est exactement celui-là, c'est très clair, et en effet, il faut le réformer. Il faut bien voir qu'il a été construit comme ça il y a longtemps, et je dirais que c'était le fruit de travaux d'économistes qui proposaient cette façon de faire. Enfin, d'économistes libéraux. Oui, enfin, pas que libéraux d'ailleurs, parce que j'arrive plus à me souvenir le nom, mais en France, il y a eu, y compris dans des entreprises d'énergie en France, des gens qui ont proposé cela, des ingénieurs. Enfin, il fallait trouver un moyen. Donc aujourd'hui, on voit l'échec de cette stratégie. Donc il faut changer le marché de l'électricité. Ce marché-là, il avait une certaine logique économique, mais économique parce que évidemment les prix des différentes sources d'énergie sont très différents, et qu'il fallait trouver un mécanisme où ceux qui sont sollicités puissent le vendre à un prix qui est au-dessus de leur coût de production. Bon. Alors, il faut le transformer. On peut discuter longtemps de comment il faut faire. Vous évoquez la situation, finalement, de revenir à la situation de monopole, que chaque pays se débrouille avec ses moyens de production. Je suis d'accord avec vous sur le fait que l'argument qui consiste à dire on ne peut pas faire ça parce que y a les interconnexions, etc., alors qu'elles existaient effectivement avant, et que ça n'empêche pas, même si chacun faisait son affaire de l'énergie, d'échanger avec les autres, ça existe. Là où je suis moins d'accord avec vous, c'est que malgré tout, dans une situation de crise, la solidarité européenne a joué. Enfin, je parle de l'hiver 2023 et l'automne 2022, hein, et qu'il y a eu une stratégie plus ou moins concertée entre les différents pays pour s'assurer que dans certains pays, on pouvait stocker du gaz en attendant l'hiver, c'est ce qu'a fait la France, que dans d'autres pays, on pouvait mobiliser d'autres sources d'énergie. Qui répondait à une décision stratégique collective qui était de se priver délibérément de l'énergie russe. Et ça a été une décision politique. Bien sûr. C'est une autre question. C'est une autre question. Voilà. Mais cette bon, manière d'y réagir palliait un énorme problème qu'on avait avec l'hiver qui s'annonçait. Mais il n'y aurait pas eu cette décision. On gardait bien sûr le problème des prix et de la libéralisation. Je rappelle que la libéralisation, c'est une décision politique idéologique en quelque sorte, qui date des années 90 et qui ne concernait pas que l'énergie. Il fallait tout libéraliser, il fallait les transports, les télécoms, il fallait libéraliser le transport. Donc il y avait une volonté politique européenne, mais dans laquelle les gouvernements ne sont pas innocents, hein, bien entendu, de tout libéraliser. Et il se trouve que sur l'énergie, on en a constaté les dégâts. Bien sûr, mais en tout cas, il faut bien voir que, la situation de crise était due à la fois à l'agression de l'Ukraine par la Russie, et qu'on pouvait comprendre que l'Europe prenne ce type de position, et deux, il faut quand même se rappeler que nous nous sommes trouvés, alors on peut en discuter, nous sommes trouvés dans une situation catastrophique pour la production nucléaire française, qui est un élément majeur de l'énergie
de l'énergie européenne, puisque nous sommes en situation normale, des gros exportateurs de cette électricité-là, et que lorsqu'on n'en a pas, même pour nous, et donc encore moins pour les autres, ça pose un problème. Donc, vous faites une bonne transition, si j'ose dire, sur l'énergie nucléaire que nous allons aborder dans la partie suivante. Laissez-moi peut-être juste dire un mot sur la question du prix de l'énergie en tant que facteur de délocalisation. Alors ça a été l'objet d'un débat précédent avec Jean-Michel Quatrepoint, mais les Américains qui sont dans le camp occidental mais qui n'oublient pas de défendre leurs propres intérêts, ont vu tout intérêt d'une part à subventionner le fait d'attirer des capitaux européens et des entreprises européennes vers outre-Atlantique, en subventionnant donc les entreprises, les énergies vertes ou les industries vertes essentielles quand elles sont localisées chez eux, et puis d'autre part, les Américains bénéficient d'une énergie bien meilleur marché que la nôtre. Et donc, ce qui explique que des firmes telles que Volkswagen, telles que Bosch, telles que beaucoup d'autres, allemandes, belges, suédoises, voire françaises comme Saint-Gobain, aient succombé, si je puis dire, je mets ce mot entre guillemets bien sûr, à la tentation de désinvestir en France, en Allemagne, dans les pays européens, pour aller investir aux États-Unis, le cas échéant au Canada. Donc, et les Européens, voyant ça, tentent de faire une loi industrie zéro carbone qui vise à tenter de proposer les mêmes avantages, mais fondamentalement, c'est nous qui payons, nous consommateurs, nous citoyens, qui payons les pots cassés, si je puis dire. Mais la question du nucléaire que vous avez évoquée me semble fondamentale, parce que c'était une des caractéristiques, ça reste une des caractéristiques du mix énergétique français, comme on dit. On en a bénéficié pendant un temps, au début, et on en a subi les conséquences quand ce nucléaire a été négligé et laissé à volo, en quelque sorte, mais c'est là-dessus qu'on va vous entendre sans doute, dans la dernière période. Et oui, chers internautes, c'est la fin de cette première partie de l'émission Point de rupture avec Pierre Lévy. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas qu'en devenant contributeur ou abonné, contributeur du Média pour tous ou abonné au mensuel Rupture, vous pourrez visionner la deuxième partie qui commence tout de suite. Merci à tous. Et donc cette deuxième partie qui concerne la question du nucléaire, et je crois savoir, Monsieur Van de Cave, que vous êtes un défenseur de l'énergie nucléaire. Oui, effectivement, je suis un défenseur de l'énergie nucléaire, non pas parce que j'ai une passion biologique pour cette énergie, mais parce que tout démontre que, en tout cas pour ceux qui ont l'industrie, la capacité, les ingénieurs, l'histoire avec eux pour le développement du nucléaire, c'est une opportunité fantastique, à la fois de répondre à la question du caractère bas carbone de notre production d'énergie, mais aussi d'un coût raisonnable, d'une indépendance, souveraineté énergétique, et clairement l'histoire l'a montré, puisque nous avons vécu, je dirais, 50 ans, enfin un peu moins peut-être. Tarif bas et sécurité d'approvisionnement. Voilà, c'est ça, tarif bas et sécurité d'approvisionnement. C'est une énergie sociale. Hein. Et un événement a marqué ça, c'est notamment une commission parlementaire qui a enquêté. Vous allez venir peut-être. Je vais en dire un mot, mais juste rappeler que, au fond, nous avons fait la démonstration, pas que nous, parce qu'il y a d'autres pays nucléarisés, mais on est un des grands pays nucléarisés. On est un des pays les plus électriques du monde et les plus nucléarisés. Les deux étant liés d'ailleurs. Donc, nous avons démontré pendant 50 ans que nous pouvons produire de l'énergie nucléaire sur la base d'une industrie, d'entreprises de très haut niveau, d'ingénieurs, etc. Et qu'on l'a fait effectivement à bas coût pour les citoyens, bas coût pour les entreprises qui sont compétitives, etc. Et on l'a fait sans qu'il y ait eu, en France en tout cas, le moindre accident, le moindre mort due au nucléaire, une gestion des déchets radioactifs exemplaire. Bon, le nucléaire est l'activité industrielle du monde la plus scrutée, surveillée qui existe. Hein. Voilà. Et nous avons les compétences pour faire ça. Donc, j'ai défendu le nucléaire et
enfin, j'avais toujours ça en tête quand, en 2012, a été prise cette décision catastrophique sur un coin de table, hein, dit Arnaud Montebourg, d'ailleurs dans son audition, je reparlerai de la critique, commission, oui, bien sûr, la commission parlementaire. En 2012, d'ailleurs, suite à cette décision-là, j'écris un article dans Le Monde, co-signé par Philippe Aghion, l'économiste, où nous disions deux choses. C'est une erreur, il faut maintenir le nucléaire. Bon, il s'avère que nous rajoutions qu'il fallait aussi développer le gaz de schiste en France, que je trouvais assez idiot qu'on s'interdise même, puisqu'il y a une loi qui avait été prise à ce moment-là, qu'on s'interdise même d'aller mesurer nos capacités de le faire, enfin nos capacités de gaz de schiste que nous avions dans le sol, avec l'argument que de toute façon nous consommerions pour les années à venir du gaz, donc autant consommer le gaz que nous avons aussi dans une vision de souveraineté énergétique. Pour rappeler, la décision de 2012 dont vous parlez, c'est celle qui vise à faire décroître le nucléaire. La décision de 2012, c'est celle qui découle d'une discussion entre Martine Aubry et Cécile Duflot, qui était la représentante des Verts, au moment des élections, où l'arrangement pour quelques postes de députés, c'est uniquement la demande de Duflot disant « nous, on veut plus de nucléaire », et Aubry, d'ailleurs sans en parler à François Hollande, Aubry disant bah, « d'accord, on n'a qu'à dire 50% au lieu de 70 pour 75 ». Que veulent dire ces chiffres ? Un peu plus de 72% à ce moment-là de notre électricité était nucléaire. La proposition est tombée sur bah, ça sera plus que 50%, et donc ça se traduit par 14 réacteurs, parce qu'il fallait calculer la baisse, et donc 14 réacteurs qui marchaient très très bien, qu'il fallait fermer. Et c'est ça qui est passé en 2015 dans la loi de la transition énergétique, la croissance verte. Et ceci a été admirablement, je dirais, et ça c'est bon, voilà, on peut être assez reconnaissant que notre Parlement a fait parfois des choses de ce type-là. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui vient de remettre, il y a 2 mois, hein, qui vient de remettre son rapport, qui a auditionné 80 personnes, des ministres, des chefs d'entreprise, les patrons d'EDF, divers, pour l'histoire. Et des anciens présidents de la République. Des anciens présidents de la République, oui, Sarkozy. Et ce qui est absolument... mais je le savais... mais évidemment, quand on le lit, c'est absolument effarant. On voit arriver Ségolène Royal, qui était ministre de l'écologie, et Manuel Valls, Premier ministre, nous dire, sans que ça ait l'air de leur poser de problème, bah oui, on a pris cette décision sans aucune, c'est ce que dit Manuel Valls, hein, sans aucune étude d'impact. Et Montebourg, qui s'est battu réellement hein, contre ça, dit bah voilà, oui, c'est un truc de coin de table, et on s'est dit, bah on va faire ça, on fait les calculs, ça fait tant de réacteurs qui doivent fermer. C'est absolument, alors avec quelles conséquences ? Effarant. Ah bah, la conséquence, alors ces 14 réacteurs n'ont pas été fermés. Malheureusement, il n'y en a qu'un qui a été fermé, c'est celui de Fessenheim. Oui, qui a manqué cet hiver. Qui a manqué. C'est Macron qui l'a fermé, Fessenheim, oui. Il aurait pu ne pas le faire. Il s'avère qu'au début de son premier quinquennat, il a poursuivi, hein, il a validé la position du quinquennat précédent. Il a même mis comme ministre d'État, peut-être le numéro 2 du gouvernement, Nicolas Hulot. Qui d'ailleurs assez rapidement a compris que c'était pas possible de fermer les 14 réacteurs dans les années, parce que si je me souviens bien, ça devait être la fermeture des 14 réacteurs en 2025. Et il a repoussé, c'est même Hulot qui a repoussé, parce qu'il a bien vu que c'était pas possible. On allait dans le mur. Ouais, on allait dans le mur. Donc, mais la conséquence peut-être la plus grande, c'est que ça fait maintenant... Le dernier réacteur qui a été construit, qui a démarré en France, c'est 99. Donc ça fait 25 ans qu'on ne fait rien, que les entreprises, les experts,
les artisans du nucléaire, les ingénieurs, rasent les murs parce que voilà, et puis ils s'arrêtent, ils s'en vont, ils font autre chose. Il y avait plus de formation en nucléaire, il y avait plus de formation de nouveaux ingénieurs en nucléaire. Il va falloir reprendre ça, enfin, etc. Et donc il y a cette chose qui est absolument incroyable, c'est qu'au fond, quand Hollande dit 50%, il nous dit pas quid pour après. Est-ce que c'est 50% jusqu'à la nuit des temps? Enfin, on reste à 50% jusqu'à quand? Ou bien est-ce que ça va diminuer encore avec le temps? Donc tout ça, on ne nous le dit pas. Or, en réalité, et moi je l'ai dit depuis très très longtemps, la chose était très claire. Si on décide 50%, on ferme les réacteurs et qu'on ne dit pas ce qu'on fait après, eh bien c'est clairement la disparition totale du nucléaire, parce que quand même ces équipements vieillissent et que même si on les prolonge, ils sont construits pour 40 ans. Hein. Bon, on sait aujourd'hui, à l'origine, ils étaient construits pour 40 ans, mais on sait aujourd'hui que ça peut aller jusqu'à 60. Aux États-Unis, ils vont jusqu'à 80. Bon, donc, mais même, je prends une hypothèse de 50 ans ou 60 ans, en 2050, il y a zéro nucléaire. Or, pendant tout le quinquennat de Hollande, on n'a pas précisé cette chose-là, pendant tout le quinquennat de Macron, on ne dit rien là-dessus. Donc, ne construisant rien, c'est bien ça la trajectoire. On fait déjà un choix. On fait exactement un choix et on continue à raconter 50%. Et les Français peuvent penser qu'effectivement, 50% de nucléaire, c'est déjà pas mal, etc. Mais en réalité, c'est zéro qui est visé. C'est ça. C'est la ligne de fuite, c'est zéro. Voilà, c'est ça. Marc Fontcave, on ne comprend pas bien comment les politiques, à un moment donné, se sont autant écartés du consensus scientifique. Comment c'est possible, ça? Grande question, ça nous éloigne un peu de la question spécifique du nucléaire, parce que c'est une question plus générale, mais elle est importante. Alors, comment on y arrive? On a vécu une époque où, quand a démarré le nucléaire, le poids de la science, des ingénieurs, etc., était très important. Hein. D'ailleurs, même dans les gouvernements, il y avait des ingénieurs, il y avait des gens qui avaient la science. Ces choses-là ont été petit à petit perdues. Je dirais qu'aujourd'hui, à nouveau, si je relisais la phrase que je vous ai indiquée, elle montre très clairement que la science est secondaire par rapport aux décisions, aux politiques publiques, enfin aux décisions des politiques. Alors, comment c'est arrivé et comment on peut résoudre le problème? Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais ce qui est arrivé certainement, c'est que il y a plusieurs aspects. D'abord, nos élites politiques sont de moins en moins, pour ainsi dire, n'ont plus du tout la moindre formation scientifique. Il y a quelque temps, comment il s'appelle ce démographe, avait fait une étude sur tous les gouvernements du monde. Enfin, c'était au moment du quinquennat Hollande. Tous les gouvernements du monde, en calculant le nombre de docteurs, toutes disciplines confondues, dans tous les gouvernements. Donc je vous pose la question, quel était le pays où il y avait le plus de docteurs dans le gouvernement? Aucune idée. L'Allemagne? Non. La Chine. Ah oui. Un pays où il y en avait zéro. La France? Ouais, voilà. Et c'est la même chose dans les cabinets. Écoutez, je crois que ce qui est le plus informatif, c'est l'audition, écoutez ça sur YouTube, hein, c'était public, l'audition d'Yves Bréchet, ancien haut-commissaire à l'énergie atomique, qui est auditionné par la commission parlementaire, hein, de Chélen Berger et comment s'appelait Armand, le rapporteur. Et il parlait typiquement de ça, c'est-à-dire sa difficulté à trouver dans les cabinets divers des scientifiques. Des gens qui comprennent un tout petit peu. Voilà. En même temps, Angela Merkel est scientifique, il me semble. Angela Merkel est scientifique. Et pourtant, il y a des pays, qui. Oui, alors ça c'est juste. Je termine parce que là vous me permettez d'aller sur le deuxième élément, c'est-à-dire que nous vivons dans une réellement. Ça se traduit pas peut-être. Ça ne se traduit pas du tout sur les résultats des élections politiques, mais nous vivons quand même dans une guerre idéologique où une idéologie, appelons-la
radicale, verte, critique essentiellement la production, le progrès scientifique et technique, la recherche, l'activité de l'homme, qui est quand même, l'activité de l'homme, c'est quoi? C'est inventer, croître, progresser, etc. Donc critique cette partie-là parce que la nature en serait affectée. Et donc ça gagne. Ça gagne les politiques qui pensent que la majorité pense cela. On dit toujours les jeunes, bon, non, il n'y a qu'une minorité de jeunes, enfin en réalité, qui pensent ça, mais ces gens-là font des efforts considérables. Donc ça aussi, ça alimente le fait que la science est une source de problèmes plus qu'une source de progrès. Le dernier sondage, je crois que c'était Ipsos, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais 18-24 ans, il n'y a plus que 30% de ces jeunes-là qui pensent aujourd'hui que la science fait plus de bien que de mal. Il y en avait à peu près la moitié il y a 30 ans. Donc il y a cette bataille aussi idéologique qu'il faut mener. Si tu me permets, Vincent, je voudrais rajouter un troisième élément. Alors vous en avez cité deux, je suis particulièrement convaincu que le deuxième est essentiel, c'est-à-dire cette emprise idéologique qui vise à pointer du doigt tout ce qui peut, entre guillemets, contredire la nature, et qui nous amène à une sorte de régression de nature anthropologique. Mais il y a quand même un troisième élément. Alors, même si je me répète un petit peu, les décisions qui sont prises, et notamment sur le nucléaire, sont aussi issues de l'état d'esprit qui règne à Bruxelles, parce que ceux qui sont pour le ralentissement de la croissance, pour sauver la planète, entre guillemets, je pense notamment au premier vice-président, M. Timmermans, un social-démocrate néerlandais, sont aussi ceux qui sont les plus adversaires du nucléaire. Et donc, il y a un état d'esprit anti-nucléaire qui règne à Bruxelles, pour aller vite. Alors, face à ça, il y a un certain nombre de pays, y compris la France, qui essayent de se rassembler pour essayer de faire pencher un peu la balance dans l'autre sens. Mais fondamentalement, je ne dis pas qu'il y a un marionnettiste qui tire les ficelles et que nul autre n'a de responsabilité, mais fondamentalement, Bruxelles reste un centre où le nucléaire est mal vu. Et je voudrais en prendre deux exemples pour être plus précis. Il y a actuellement la révision de la directive européenne sur les énergies renouvelables et qui imposerait, quand elle serait adoptée, 42,5% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Les Français se battent, enfin Paris se bat, pour une fois de bonne manière, enfin en tout cas sur le principe, pour que l'énergie nucléaire soit reconnue comme une énergie renouvelable, en tout cas bas carbone. Et les pays pro-nucléaires, si j'ose dire comme ça, sont pour l'instant incapables de faire prévaloir ça. Alors c'est à moitié admis, mais fondamentalement, que ça soit pour ils se mobilisent quand même. Ils se mobilisent, mais ils se mobilisent dans un environnement hostile, et avec cette directive qui n'intègre pas vraiment l'énergie nucléaire dans les bas carbone. Même chose pour l'hydrogène vert. C'est-à-dire cette production d'hydrogène qu'on nous présente comme une solution, ça serait aussi un débat, il est réputé vert quand il est produit avec des énergies qui rejettent peu de carbone. Et pareil, la reconnaissance du nucléaire dans la production d'hydrogène vert est contestée par Bruxelles. Même chose pour la loi sur les industries peu émettrices. Le nucléaire est mis de côté. Donc il y a bien un état d'esprit des projets qui, à Bruxelles, promeuvent, si je puis dire, le recul du nucléaire, et un état d'esprit qui est poussé en avant, notamment par l'Allemagne. Et pour cette intervention, je termine là-dessus. C'est une des tares de l'Union européenne, de l'intégration européenne, c'est que chaque pays devrait pouvoir avoir le choix. Or, aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre tout le monde dans le même moule, et qu'il faut, pour que la France puisse prendre des décisions, qu'elle arrive à imposer des compromis boiteux, en général, sans jeu de mots, qui préserve pour une part sa possibilité. Mais aujourd'hui, fondamentalement, la chape de plomb, je dis quand même un mot sur monsieur Timmermans. J'ai dit que c'était un Néerlandais qui lui ne cache pas qu'il faut faire baisser la consommation d'énergie, enfin c'est en tout cas sa volonté. Il fait en quelque sorte écho un demi-siècle plus tard à ce qu'on appelle le rapport Meadows, le Club de Rome, qui dans les années 70, enfin c'est en 72 précisément, expliquait les limites de la croissance, déjà à l'époque,
C'était en quelque sorte l'ancêtre. Alors on ne parlait pas de bas carbone, mais c'était une question qu'il fallait préserver les ressources de la nature. Et déjà à l'époque, monsieur Sicko Bancholt, vice-président de la Commission européenne, lui aussi social-démocrate, lui aussi néerlandais, expliquait que ça passait nécessairement par le recul de la consommation pour l'ensemble des personnes, y compris les gens les plus modestes. Et pour la petite histoire, en 72, ça avait donné lieu, cette prise de position malthusienne de ce vice-président du Club de Rome en général et des oligarques européens, pour aller vite, des puissances qu'il représentait, avait donné lieu, pour ceux qui ont dépassé les 30 ou 40 ans se souviennent peut-être, une prise de position violente contre ça de Georges Marchais, qui était intervenu pour montrer que, en tout cas de son point de vue, et l'avenir ne lui a pas donné tort, à l'époque, qu'une telle orientation risquait de nous envoyer tous dans le mur, et en particulier de faire baisser la consommation, le niveau de vie et le pouvoir d'achat de ceux qui étaient les plus directement exposés. Je voudrais revenir quand même sur la question du lien de la science et du politique et de la société, parce que pour moi c'est une question très importante depuis longtemps. C'est le cœur de la question. Oui, je ne sais pas comment le résoudre très clairement. On voit bien que c'est difficile, et on voit bien d'ailleurs même qu'un président comme Emmanuel Macron fait beaucoup en même temps sur le sujet. On peut voir à la fois une initiative que moi j'ai soutenue, qui était la mise en place d'un conseil scientifique au moment de la crise sanitaire, de vrais spécialistes, de Pasteur, de l'INSERM, Alain Fischer, grand immunologiste, très proche de Macron. Et ce conseil scientifique a travaillé très très bien, dans le sens où il a fait un certain nombre de préconisations libres, et Macron les a pris ou pas. Et quand il ne les a pas pris, c'est parce qu'effectivement, il avait d'autres éléments, d'autres critères sociaux, économiques, enfin, voilà. Donc tout ça peut fonctionner. Alors on pourrait dire, je prends ma casquette d'académicien, on pourrait dire qu'il n'y avait peut-être pas la peine de mettre un conseil scientifique particulier et qu'on a quand même tout un tas d'institutions en France qui pouvaient faire le job, l'Académie des sciences, l'Académie des technologies, enfin, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais, donc on a des structures pour aider les politiques. Mais en même temps, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il il nous dit qu'on peut donner une vision de ce que sera l'environnement, l'énergie, l'écologie, en mettant en place une convention citoyenne pour le climat, qui est constituée de 150 personnes tirées au sort, qui n'y connaissent rien, et qui, en se réunissant, vont nous dire quelle va être la politique française. Très encadrée par des antinucléaires. Oui, en plus. Bon, le fait d'ailleurs, le nucléaire n'a pas été discuté dans cette partie-là. Donc voilà, on voit bien qu'il y a c'est quelque chose de difficile. Et je termine en disant que finalement, c'est difficile parce que dans un monde où ces aspects-là sont de plus en plus complexes, et sur laquelle il faut quand même être précis et rigoureux, parce que sinon tous ceux qui nous annoncent le catastrophisme de l'action de l'homme sur la nature, je veux dire, ça s'instruit scientifiquement et techniquement, cette affaire-là. Or, il y a plein de gens qui racontent n'importe quoi parce qu'ils n'en savent rien en réalité, et qu'ils n'ont même pas lu les études qui montrent que c'est pas le cas. Enfin, que certains phytosanitaires sont pas toxiques alors qu'on nous dit que c'est le cas, etc. Donc, dans un monde où c'est très compliqué, évidemment, on a assez vite tendance à penser que seuls les experts, les savants, les sachants auraient le droit de s'exprimer, puisqu'ils savent, quoi. Évidemment, on voit tout de suite que ça ne peut pas fonctionner comme ça, puisque il y a quand même une nécessité d'un fonctionnement démocratique d'une société, et qu'à la fin, ce sont les citoyens qui doivent, par le vote, s'exprimer. Et s'exprimer même avant le vote, à travers tout un tas de canaux divers. Mais en même temps, s'ils ne sont pas suffisamment formés, d'une part, donc là je pense qu'il y a une perte aussi de substance dans l'éducation scientifique et technique, ça c'est clair, d'ailleurs. Il y a un vrai problème là-dessus pour la France, qui est en recul massif sur ces questions-là.
Mais s'il n'y a pas un effort d'information par les médias, qui effectivement jouent absolument aucun rôle dans ce sens-là, bon, donc ça rend les choses difficiles. Donc il faut articuler entre ces deux trucs-là. Et peut-être pour illustrer ce que vous dites, c'est compliqué. Je crois savoir que vous avez récemment reçu une note de Madame Masson-Delmotte qui s'adressait à vous-même et à quelques-uns de vos collègues du Collège de France et qui souhaitait parler scientifiquement à votre place. Ou en tout cas dicter un discours scientifique en disant ce qu'il fallait dire et ce qu'il ne fallait pas dire. C'est exactement ça, mais c'est un exemple, disons, de cette bataille idéologique qui fait que les plus radicaux de cette idéologique ne réalisent pas qu'ils sont entrés dans un mode d'action, d'activisme qui ressemble aux pires situations autoritaires qu'on a connues dans l'histoire. Qu'on a connues dans l'histoire et qui ont conduit à des catastrophes. Et est-ce que j'ai mis une hypothèse, mais est-ce que pour le cas du nucléaire, la situation n'est pas aggravée par le fait que nos dirigeants sont gênés par le fait que le nucléaire est difficilement soluble dans le libéralisme? C'est-à-dire qu'il y a des coûts fixes très importants, qu'il est difficile d'avoir des petites structures, un prix fluctuant. Je m'interroge aussi sur ça, le nucléaire. Enfin, logiquement, je ne pense pas que ça soit ça. Et en l'occurrence, comme je l'ai dit, le nucléaire est un outil pour la compétitivité des entreprises. Donc, peut-être pour aller dans le sens que tu évoques, Vincent, et je parle sous votre contrôle, mais jusqu'à présent en tout cas, alors peut-être que les technologies certainement les technologies vont évoluer, mais jusqu'à présent, le nucléaire était une industrie qui nécessitait de très lourds investissements dont la rentabilisation est une question de long terme. Bien sûr. Et donc, c'est évidemment un profil qui intéresse peu de grands groupes qui sont plutôt avides de profits à très court terme. Oui. Et donc, ce qui explique, alors je ne sais pas si, peut-être c'est une autre manière de formuler les choses, ce qui explique que les États, et l'État français en particulier, a en quelque sorte, sur la base d'une tradition de service public qui vient de loin, a en quelque sorte pris en charge ces investissements que des industriels privés n'auraient pas jugé utile de prendre en charge, avec comme souci l'avenir du pays, en quelque sorte. L'intérêt général. Et c'est vrai, oui. et quand on voit les projets de démantèlement d'EDF qui sont promus par la Commission européenne, ou en tout cas avec qui on veut discuter pour tenter de concilier la chèvre et le chou, c'est-à-dire l'énergie et la concurrence, quand on voit ça, on ne peut être que convaincu du fait qu'il y a des investissements de long terme. Oui, mais en même temps, si je me permets, nous avons fait la preuve, et les plus libéraux d'entre nous, pas ici, mais les industriels, etc., oui. on voit bien que au fond, c'est assez rapidement amorti. Et on se retrouve au bout d'un certain nombre d'années, c'est pas 100 ans, au bout de 20 ans, on se retrouve avec un capital qui est amorti et qui fait que on a des coûts de production de l'électricité qui est absolument incomparable. Oui. Donc pour eux, c'est un intérêt quand même massif. Alors c'est vrai qu'à court terme, je suis d'accord avec l'argument, à court terme, la rentabilité n'est pas là. Et c'est des investissements massifs. Mais d'ailleurs, oui. Mais on le voit bien, les entreprises aujourd'hui, enfin les entrepreneurs soutiennent le nucléaire massivement en France. Là, ce qu'il faut noter, c'est quand on nous fait la publicité des renouvelables, outre le caractère intermittent que vous avez relevé tout à l'heure, il y a le fait que ces renouvelables sont massivement subventionnés et ne sont rentables que pour autant qu'on garantit à ceux qui investissent des crédits publics pour compenser leurs investissements en quelque sorte. Oui, donc même les libéraux sont capables de tordre le bras à leurs propres principes, si je puis dire, dès l'instant où il s'agit de subventionner. Évidemment, bien sûr. Voilà. Mais c'est pire que ça, c'est-à-dire que le coût des énergies renouvelables, c'est évidemment les coûts de production qui baissent. Mais c'est aussi les subventions dont vous parlez, mais c'est aussi payé par les consommateurs. C'est aussi des coûts invisibles qui ne sont pas inclus
qui sont les coûts de démantèlement, les coûts de stockage, parce que il faut penser au stockage, et pour le moment on ne les compte pas, mais quand il y aura des intermittents, on ne les compte pas parce qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, mais en toute rigueur, pour comparer, il faudrait... Voilà. Enfin, ce sont des énergies de flux. Si on les compare avec des énergies de stock comme le nucléaire, c'est incorrect si on ne calcule pas le stockage. Et on ne calcule pas non plus les investissements qu'il faudra faire sur les réseaux électriques. Pour passer les pointes. Pas que pour passer les pointes, mais pour le fonctionnement même du réseau. Aujourd'hui, le 50 Hz, c'est maintenu grâce au rotor, à la rotation des rotors qui est très inerte qu'il y a dans les centrales thermiques. S'ils disparaissent, il faut refaire tous les réseaux électriques. Vous voyez, donc tous ces coûts-là ne sont pas inclus. Donc en réalité, moi quand j'en parle de ces coûts économiques, je dis, et c'est vrai, que le coût du solaire, le coût de l'éolien a formidablement diminué par des avancées technologiques, par aussi des effets de masse, hein, c'est classique en économie. Mais par contre, dès qu'on y ajoute ces frais, ces coûts annexes, on se retrouve beaucoup plus haut, quoi. Voilà. Ma propre conclusion de cet échange, avant que tu ne conclues toi-même, Vincent, mais c'est que ce sont souvent les mêmes, et notamment à Bruxelles, mais pas seulement, qui militent pour une régression économique, même si le mot n'est pas prononcé, pour une décroissance, le mot est prononcé par certains, dans ce bain idéologique qui vise à dire, dès l'instant où on touche à la nature, alors il faut reculer, en quelque sorte. Et là, il y a une sorte d'inversion anthropologique, enfin de longue portée dans l'histoire qui, si elle se confirmait, nous emmène dans une situation hors de contrôle, en quelque sorte, où on n'imagine pas les dégâts sur les populations sur les plus défavorisées en particulier. Moi, ce que je voudrais dire sur cette question de la décroissance, parce que je crois que c'est absolument essentiel. Le fond, absolument. Il y a une première idée, c'est que pour les plus vertueux, la décroissance, ça vient de cette idée qu'il n'y aurait pas possibilité de découpler émissions de CO2 et croissance. Alors ça, c'est faux. L'Europe, les pays européens ont montré, et je crois que depuis 1990, les émissions de CO2 ont diminué de 37% par habitant, et le PIB par habitant a accru de 40%. Donc on peut faire la démonstration d'un découplage possible. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que la décroissance, c'est une source de violence sociale, c'est une source d'inégalité, et c'est aussi... voilà, enfin, l'humanité n'a jamais imaginé que sa perspective soit la décroissance. Et parce que les hommes ont bien compris tous les dégâts qui conduiraient à cette décroissance. Donc il y a eu des moments de décroissance, mais on voit bien que c'était des moments de crise absolument terribles. C'était pas des choix. Et c'était pas des choix. Ouais. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il faut que nous redonnions sa place à l'innovation et à la science. Je dis qu'il faut redonner sa place à l'homme sur la planète. Il faut redonner, et que pour que cette place de l'homme sur la planète soit la plus harmonieuse et la plus riche, prometteuse, c'est que évidemment il faut de la croissance, il faut de l'énergie, donc il faut redonner le goût en effet à la production, au travail, à l'industrie, et tout ça, travail, industrie, progrès, c'est évidemment en partie, en très grande partie, grâce à cette chose absolument formidable que c'est faire l'homme, c'est inventer, créer, mais à travers du travail, à travers du travail de recherche fondamentale, comprendre la nature, découvrir technologique, transformer ces connaissances fondamentales en nouveaux outils pour avancer, et industriels, parce qu'à la fin, ce sont
les entreprises qui mettront sur le marché les choses dont nous aurons besoin et qui nous feront progresser. Et l'énergie n'est pas le seul champ, mais c'est un champ déterminant dans ce que vous évoquez. C'est absolument déterminant. Il n'y a pas de vie sans énergie. Eh bien, Marc Fontcave, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci également de nous soutenir, de continuer à nous soutenir. N'hésitez pas à parler de cette émission autour de vous, à commenter sous la vidéo, à la partager. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Alors, est-ce qu'on a un invité de prévu ou pas encore ? Oui, nous avons Caroline Gallecteros qui va nous parler qui est une experte de géopolitique. Je n'en dis pas plus pour préserver un petit peu le suspense. On se doute. Mais on fera sans doute le point un peu sur le conflit en Ukraine et sur les perspectives qui peuvent en résulter. Alors on est évidemment à la fois loin de notre sujet d'aujourd'hui, mais on n'en est pas si loin que ça, puisque évidemment la guerre actuelle a changé largement la donne. Donc voilà, je le dis à nos internautes pour qu'ils se préparent à avoir un débat, je pense, très porteur, très intéressant. Ok, merci Pierre Lévy et merci à tous d'avoir suivi l'émission. À bientôt. Vincent.